Bonjour et bienvenue pour cette 27e édition des prix EFI, sa première sous cette forme digitale bien entendu. Au sommaire de cette édition, comme le veut la tradition, nous interrogerons l'efficacité des dispositifs de communication et sa mesure. À travers une table ronde réunissant différents experts et partenaires de ce prix, des interviews du président de l'UDECAM, des membres du jury de cette année ou des acteurs de cette équation qui garantit l'efficacité des opérations de communication, les agences, les annonceurs et les médias. Vous découvrirez un palmarès réjouissant par sa créativité et particulièrement engageant dans ce temps où l'efficacité de la communication est plus que jamais attendue et interrogée à la fois. Comme vous le savez, les prix EFI sont le fruit du travail et de la volonté commune de l'AACC, l'Association des agences conseils en communication, et de l'Union des marques de valoriser les campagnes les plus performantes. Et pour commencer, je vais laisser à Marie-Pierre Bordet, vice-présidente déléguée générale de l'AACC, et Jean-Luc Chétrit, directeur général de l'Union des marques, le soin de lancer les festivités. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Charlotte. Alors, qu'est-ce que vous avez ajouté à la recette déjà largement éprouvée de ce prix cette année? Eh bien, on a continué en fait la rénovation de ce prix entamé depuis maintenant 2 ans avec des nouveaux formats pour les dossiers d'inscription en ajoutant 2 nouvelles catégories qui nous semblaient essentielles par rapport à l'actualité et l'évolution de ces marchés. La première, c'est data et activation. Et la seconde, c'est responsabilité et changement positif, qui est bien sûr également un grand enjeu en ce moment, personne ne peut l'ignorer. Alors, la première catégorie, data et activation, cette année n'a pas eu suffisamment de succès, donc on n'aura rien dans le palmarès sur cette catégorie, mais je pense qu'il y a vraiment un enjeu à ce que tout le monde s'empare de l'efficacité sur ces sujets de data, donc on est très confiant pour l'avenir. Et la deuxième catégorie, elle, a extrêmement bien fonctionné, puisque dès la première année, nous avons eu 10 dossiers inscrits et un très joli palmarès sur cette catégorie. On va donc découvrir tout à l'heure. On imagine en effet à quel point elle a dû être riche. La nouveauté cette année, c'est bien sûr le format qui est différent de ce qu'on connaît. Comment est-ce que vous l'avez travaillé et conçu ? Alors on l'a travaillé et conçu en ayant 2 choses en tête. La première chose, c'était de garder cet échange, ces discussions et ce plongeon dans les cas et leur efficacité, qui nous semble essentiel et qui fait tout l'intérêt du prix EFI. Et le deuxième point, c'était évidemment des conditions de sécurité, donc de proposer cette analyse de cas et ces échanges à distance avec un format d'émission, mais en étant plus concentré sur le fond des campagnes que sur la remise de prix elle-même, qui est sympathique, mais qui à distance a moins de sens. Alors pour rentrer un petit peu plus dans le détail du programme de cette émission, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, avant d'en dire plus, je souhaite remercier évidemment de manière tout à fait chaleureuse les partenaires de ce prix EFI particulier qui ont tous massivement suivi et été partisans de tenter cette nouvelle expérience avec ce nouveau format. Alors, j'ai mon petit plan bête parce qu'évidemment, je ne souhaite vraiment pas en oublier et ils sont importants à la vie des filles. Donc, 366, l'IREP, ISEG qui est un nouveau partenaire, le SEPM Marketing et Publicité, le SNPTV, l'UDECAM, CB News bien sûr, Facebook, JC2Co et YouTube. Voilà, on les remercie tous sincèrement de faire ce chemin de l'efficacité avec nous. Merci beaucoup Marie-Pierre, on va découvrir ce programme tout de suite, tout en laissant la parole maintenant à Jean-Luc Chétrit, qui est la moitié de ce binôme sans lequel EFI ne serait pas, AACC puisqu'on vient d'en parler avec vous Marie-Pierre, mais également l'Union des marques, Jean-Luc Chétrit. Bonsoir et bienvenue dans cette 27e édition des prix EFI. Nous sommes très heureux avec l'AACC, qui est notre partenaire, de pouvoir maintenir cette soirée et comme dans 60 pays dans le monde, pouvoir assurer sa diffusion au fond d'une façon qui va vous permettre non seulement d'accéder aux cas français que nous allons vous présenter ce soir, mais aussi de pouvoir accéder à toutes les soirées qui s'organisent dans le monde autour des EFI. L'efficacité, c'est le cœur évidemment des EFI. L'efficacité, c'est au cœur de l'Union des marques et de son programme et de ses services. Et nous avons, en février 2020, lancé le référentiel de l'efficacité, une plateforme en ligne qui donne accès à plus de 100 KPI visés, pour certains d'entre eux par le CESP, et que nous allons continuer à développer en 2021. Je voudrais remercier évidemment le jury qui s'est tenu
cet été, sous la présidence de Gérard Lopez, qui a réussi, dans les conditions particulières de distanciation, eh bien, à regarder, à étudier, comme tous les ans, de manière très approfondie chacun des cas et à les sélectionner pour que vous puissiez les regarder ce soir. Vous allez avoir un superbe échantillon de ce qu'est l'efficacité en 2019, puisque vous savez que les cas font référence à 2019, et de l'inspiration pour ce qui sera l'efficacité en 2021. Et on vous donne rendez-vous, évidemment, en 2021 pour poursuivre ce travail ensemble. Merci Jean-Luc, j'ai le plaisir d'être maintenant entouré de 4 acteurs de l'interprofession que nous avons invités à réfléchir à voix haute au sujet qui est le nôtre tout au long de cette émission, l'efficacité et sa mesure, mais à l'aune de cette année si particulière. Vous reconnaîtrez à mes côtés Isabelle Vignon, qui est déléguée générale du SNPTV, Syndicat national de la pub TV, bonjour. Bonjour. À vos côtés Brigitte Bizalian, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale du SEPM, Syndicat des éditeurs de presse magazine. Éric Trousset, bonjour. Bonjour. Vous présidez l'IREP, l'Institut de recherche d'études publicitaires, et Stéphane Delaporte, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de 366, la régie de la PQR. Cela. La question de la visibilité publicitaire est bien sûr récurrente dans les médias depuis des années, puisque tous les annonceurs souhaitent évidemment que leur campagne soit vue. Cela étant, cela ne semble pas suffire, à en juger par la contraction de près de 28% des achats publicitaires des annonceurs en France au premier semestre, malgré une surconsommation des médias par les ménages. Alors, est-ce que finalement ce n'est pas l'efficacité de la communication elle-même qui vous semble directement remise en question? Je vous demande, Isabelle, puisque vous êtes ma voisine la plus proche, votre point de vue sur cette question. Non, je pense pas. Je pense qu'effectivement la contraction des recettes publicitaires révèle surtout une panique qui a été extrêmement forte, plus forte en France que chez nos voisins à l'étranger, ça c'est sûr. Mais on voit déjà qu'on ne peut pas parler de reprise, mais la contraction est beaucoup moins forte sur ce deuxième confinement. Que donc les annonceurs ont bien pris conscience qu'il ne fallait pas cesser toute communication ou même baisser drastiquement leur communication, leur budget communication, parce que les effets se font sentir beaucoup plus vite qu'au premier confinement. Voilà, qu'on ne le pense. Ah non, oui. Et à la fois en termes de vente, de business, mais aussi de dégradation sur la notoriété, le branding de la marque, donc ce qui est à long terme extrêmement pernicieux pour toutes les marques. Donc je pense que c'est plus que jamais à l'ordre du jour. Cette recherche d'efficacité et de visibilité, mais la visibilité, on voit qu'elle a été au rendez-vous puisque les médias ont extrêmement délivré les contacts qu'on attendait d'eux, donc ça c'est pas du tout remis en question. Stéphane, est-ce que vous aussi vous êtes optimiste et puis est-ce que dans cette période de crise si particulière que l'on traverse, les indicateurs finalement de l'efficacité doivent être revus? Qu'est-ce que c'est qu'une campagne efficace aujourd'hui? En tout cas, l'efficacité fonctionne dès lors que les annonceurs se donnent les moyens de l'exploiter. Et pendant le premier confinement, ce qui est assez remarquable, c'est qu'il y a un secteur qui a limité au maximum le désinvestissement, qui est le secteur de la distribution, à moins 6,7%. Et il se trouve que l'étude qu'on a fait avec Kantar sur le sujet du confinement et justement des campagnes de crise a révélé que les sociétés qui sortaient plus fortes en termes d'image, en termes de serviciels, en termes d'efficacité, donc, auprès du public, sont les sociétés issues de ce secteur, et en particulier deux enseignes qui sont Système U et Intermarché, qui ont eu des performances tout à fait remarquables, avec des prises de parts de marché. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde dans le détail, on se rend compte que ce secteur, il a été extrêmement réactif et très vite. C'est-à-dire, dès lors que le confinement a été mis en place, le secteur qui a réagi le plus fortement y compris la création publicitaire, sur la refonte de la stratégie, c'est ce secteur-là. Et force est de constater que l'efficacité est au rendez-vous quand on voit les résultats qui ont été produits à l'issue de la première période de confinement. Donc c'est deux points de vue qui sont plutôt engageants sur le sujet qui est le nôtre. Cela dit, on le voit bien, en période de forte tension, certaines marques sont tentées de privilégier l'efficacité à court terme. Et si tous les médias subissent cette année une chute sévère de leurs recettes publicitaires, les médias digitaux semblent avoir été moins impactés. Est-ce que cette obsession du court terme vous paraît potentiellement dommageable pour la construction de marques à long terme? Brigitte Bizalian. Oui, on peut pas, ce qu'on peut dire, c'est que quand même cette crise sanitaire a été quand même très subite, et on peut comprendre qu'il y ait des réactions court-termistes, surtout pour les
pour les annonceurs qui tout d'un coup avaient des marques qui ne pouvaient plus se commercialiser. La presse magazine, effectivement, a subi un contre-coup difficile au premier confinement, puisque son portefeuille, notamment les marques de luxe ou les marques grande consommation, ont arrêté d'investir assez brutalement, malgré le fait que la diffusion des magazines et la consommation des marques digitales était toujours très puissante. En revanche, le deuxième confinement a démontré qu'effectivement, on revenait aux habitudes d'utilisation du média, c'est-à-dire un média de construction de marque. C'est indispensable en plus pour créer la confiance avec les consommateurs, et on l'a vu au deuxième confinement. Donc c'est moins rude sur la deuxième vague, ça a été beaucoup plus au premier pour les magazines, parce qu'il y a eu effectivement cette réaction court-termiste, mais on voit que les marques sont moins court-termistes sur la deuxième confinement. Oui, on revient quand même à un peu plus de raison, finalement, moins de panique. C'est le cas pour tout le monde. Eric, peut-être un point de vue côté IREP, vous qui avez un petit peu le regard multi-sectoriel ou multi-interprofessionnel, justement. Une des missions de l'IREP, c'est finalement de partager avec le marché les innovations dans les mesures d'audience, mesures d'efficacité, et d'ouvrir le débat. Parce que c'est vrai que chaque mesure a besoin, je dirais, d'être challengée, de voir comment tout ça peut se raccorder. Ce que l'on constate en accélération avec cette crise, c'est un souhait de traiter l'efficacité au sens large, c'est-à-dire par des approches économétriques qui aboutissent à ce qu'on appelle du Media Mix Modeling, de manière à pouvoir à la fois prendre en compte l'hybridation des médias, parce que les médias historiques se sont tous dotés de leviers digitaux, et il faut raccorder ça. Et puis, vous avez tous les autres points de contact qu'on va être capable d'activer les annonceurs. C'est le point de vente, c'est la promo, c'est les relations presse, etc. Et donc, à un moment donné, les mesures en silo, certes, donnent une capacité à un média de pouvoir défendre ses choix, de pouvoir comprendre son fonctionnement, mais l'annonceur, il a besoin d'une vision beaucoup plus holistique. Et là, c'est l'économétrie qui vient prendre le relais, et on voit bien au sein de l'IREP que ce sont des tendances très fortes qui aujourd'hui embarquent tous les médias. Les agences sont en plein dedans, les médias sont en plein dedans, notamment dans le financement de ces mesures. Il faut maintenant que les annonceurs y aillent eux aussi, mais avec un souhait, je dirais, d'ouverture aux autres, parce qu'on apprend tous collectivement. C'est de toute façon, le sujet est aujourd'hui plus que jamais à la rentabilité et à l'amélioration de cette rentabilité et de sa mesure. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut l'améliorer, puisque vous le disiez, les annonceurs disposent de données, chacun d'entre vous analyse très granulairement les effets de son média, mais avec cette multiplication d'indicateurs, est-ce que ça ne peut pas aussi à un moment donné brouiller les pistes et nuire à la pertinence de ces indicateurs? C'est un peu le cas dans le digital. Je pense que déjà, il y a beaucoup de pédagogie à faire sur ces indicateurs dont on parle, de contribution aux ventes, de ROI, de synergie. Il y a beaucoup d'items que l'on utilise qui ne sont pas forcément très bien compris, parce que derrière, il y a effectivement beaucoup de calculs. C'est de la probabilisation, c'est assez complexe donc à expliquer. Donc déjà, il y a de la pédagogie à faire. Et utiliser donc les mêmes indicateurs que ces différents instituts qui produisent donc des études d'efficacité donc grâce à du modeling marketing mix et qui permet donc de donner des indicateurs les mêmes sur tous les médias. Ça c'est extrêmement intéressant, mais il faut aussi à un moment donné, comme le disait Eric, que les annonceurs acceptent à un moment donné de partager les résultats qu'ils ont recueillis. Alors je sais que c'est très compliqué parce que c'est des données un peu sensibles, mais c'est pour ça que nous, le SNPTV avec Equimetrix, on a produit un benchmark sur 150 modèles, donc ce qui est très costaud sur 6 ans de données, parce que justement ça nous paraissait intéressant de pouvoir partager ces enseignements à l'ensemble du marché, qui font toute la richesse de notre marché, c'est-à-dire les médias bien sûr, mais les annonceurs, tout le monde qui est concerné, et pouvoir en tirer des bénéfices pour un marché plus vertueux pour tout le monde. Brigitte Bizalion. Alors sur l'efficacité, pour revenir au prix EFI, puisque c'est aussi, nous avons été jurés, moi ce qui m'impressionne dans le nombre de cas qu'on peut voir, c'est la diversité des indicateurs, la diversité des objectifs
qui appartiennent à chacune des marques dans sa façon de communiquer, en fonction de son budget, en fonction de sa problématique, de son challenge. Et donc c'est quand même assez difficile pour les médias d'être toujours, comme le disait Isabelle, on n'est pas obligatoirement dans le même cheminement que la marque sur son efficacité publicitaire. Donc c'est vrai que partager avec les marques serait vraiment formidable pour qu'on soit encore plus pertinent, je pense, dans ce qu'on peut fournir comme indicateur. C'est vrai qu'on a aussi, pendant pas mal d'années, confondu les indicateurs de visibilité, de quantité, de contact versus l'indicateur qui est l'efficacité, les résultats de la campagne, qu'est-ce que ça a apporté. Et donc, moi, je trouve que dans les cas EFI, franchement, on apprend beaucoup. Et à chaque fois, je pense que chacun des médias, on a aussi la chance de pouvoir prendre beaucoup d'informations. Et effectivement, moi, je pense que tant qu'on n'arrivera pas à combiner l'ensemble des médias, tant qu'on ne pourra pas, avec les marques, discuter, se challenger sur les indicateurs d'efficacité, on peut être parfois éventuellement un petit peu pas complètement dedans. En revanche, il y a une chose dont je suis absolument certaine, c'est que la qualité de la création, de l'idée publicitaire, du cheminement de la marque associé aux médias et aux supports et à la façon dont les supports touchent leurs consommateurs, la notion de confiance, de lien qui est absolument essentielle en fait dans l'efficacité publicitaire, je pense que là, on est gagnant. Là, on est sur la marche vraiment de l'efficacité à partir du moment où les deux sont liés. Merci Brigitte. Stéphane Delaporte, comment est-ce qu'on peut redevenir gagnant justement avec la multiplicité d'indicateurs, la multiplicité d'outils de mesure? Oui, alors la multiplicité d'indicateurs, c'est typiquement un facteur qui a tendance à flouter l'efficacité. Parce que plus vous avez de KPIs, plus il devient compliqué de faire émerger en réalité un KPIs d'efficacité qui comprendrait un certain nombre d'éléments et sur lequel l'ensemble de la profession se met d'accord. Nous, par exemple, notre panel 366, il a été certifié avec le label efficacité de l'Union des marques. Donc on est allé, pour rebondir sur ce que disait Brigitte, vers les annonceurs, on est allé vers l'Union des marques pour effectivement se faire labelliser ce panel. Mais bon, c'est une initiative qui concerne une régie et l'expression d'un média. Donc, et là, on ne parle pas de ça, on parle plutôt de qu'est-ce qui ferait que demain, l'interprofession se mette d'accord et identifier un certain nombre d'éléments qui soient reconnus pour étalonner l'efficacité d'une campagne. C'est un énorme chantier. Confié du coup à l'IREP ouais, en tous les cas, certainement, et peut-être d'autres, mais en tous les cas, c'est un énorme chantier et c'est le vrai chantier qu'il faut mener dans les mois qui viennent, parce que sinon on n'y arrivera pas, puisque chacun des médias ou chacun des supports a son efficacité propre. Si je prends l'exemple de l'efficacité qui est la nôtre, elle est directement liée aux notions de la proximité et donc au phasing sociétal extrêmement positif qui tourne aujourd'hui autour des notions de la proximité. Ouais. Mais nous ne sommes qu'un élément parmi tant d'autres. Et l'autre point, c'est ce que disait Isabelle il y a un instant, il faut absolument que les annonceurs prennent vraiment ce dossier mais avec l'interprofession et d'une façon dans l'optique de la construction, voilà, de le faire ensemble, de partager effectivement les résultats qu'ils constatent et qu'ils ne partagent pas aujourd'hui. Donc je pense que c'est un chantier très important, mais qu'il faut mener. Voilà, il faut l'adresser. Ouais. Eric, le mot de la fin, voilà, c'est ça, le mot de la fin pour le chantier 2021. Je vais rajouter un peu de complexité à ce chantier, tant qu'à faire, puisque c'est un chantier. C'est qu'on n'a pas fini de travailler sur l'efficacité des campagnes, qu'arrivent de nouveaux indicateurs à prendre en compte par les marques, c'est l'impact écologique. Des choix. Et là, parce qu'on sait bien derrière que c'est devenu particulièrement prégnant du côté des consommateurs, et certaines marques qui touchent certaines cibles, ça l'est encore plus, et donc ça peut être un levier aussi déterminant dans le choix média et dans les arbitrages. Alors oui, ça rajoute de la complexité, mais c'est un chantier dont on ne pourra pas se passer dans les années à venir. Vous avez donc un peu de pain sur la planche. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Merci.
En attendant de voir si 2020 dictera de nouvelles règles, EFI récompense depuis toujours des dispositifs à partir de 2 indicateurs, ceux publicitaires qui mesurent la compréhension et la mémorisation des messages, et puis ceux d'efficacité globale liés aux objectifs de marque, en regard des budgets investis bien entendu. Il y a maintenant 3 ans, la ACC et l'Union des marques ont décidé de décerner en plus des prix par secteur 3 nouveaux prix spéciaux, celui de l'impact de la création, celui de l'originalité du dispositif et celui de l'optimisation des stratégies d'action, autrement dit la qualité de déploiement de ce dispositif. Je vous propose donc d'ouvrir ce palmarès en découvrant les lauréats de ces 3 catégories. Et pour remettre le premier de ces prix spéciaux, de ce premier prix spécial, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Martin. Bonjour. Bonjour Charlotte. Délégué général de l'ARPP, Autorité de régulation de la publicité. Autorité de régulation professionnelle de la publicité. Il me manquait un DP. Merci beaucoup Stéphane. L'impact de la création est un sujet que vous suivez de près à la RPP forcément, tant pour créer de l'impact, les publicitaires sont justement tentés de provoquer. Est-ce que c'est toujours le cas dans le temps présent? Est-ce que c'est même toujours possible? L'impact, oui, ça restera et ça sert à ça justement. Ça démontre justement l'évolution de la publicité qui a besoin d'émerger, ça existera, et peut-être encore plus avec la variété maintenant des moyens de toucher et de s'engager avec les consommateurs, et en l'occurrence presque plus des citoyens. Et c'est vrai que dans les campagnes de cause, d'associations, d'ONG, y compris des pouvoirs publics, il faut trouver une gradation alors qu'il y a une résistance aussi de la population sur tous les sujets. On le sait bien, hein, la société est assez éruptive et puis surtout chacun estime être quand même dans son bon droit. Et donc ça peut créer des frottements et c'est complexe pour les marques mais aussi pour les causes de trouver le ton juste. La juste mesure. Donc en tout cas les publicitaires se donnent toujours le droit d'être un peu provocateurs, enfin Oui, c'est une bonne nouvelle. Vous avez commencé à parler de grandes causes et en effet, c'est dans la catégorie dans laquelle on va découvrir le lauréat de ce prix spécial de l'impact qui a été décerné à une campagne que vous connaissez bien puisqu'il s'agit de la campagne de la Fondation 30 millions d'amis, We Are the Champions, une idée de l'agence Altman Pacro déployée par Dentsu, puisque les Français sont malheureusement champions d'Europe d'abandon d'animaux domestiques. C'est ce triste record qui est à la base de cette campagne largement applaudie par les Français et partagée. Campagne qui a réussi à provoquer une proposition de loi visant à lutter contre l'abandon d'animaux domestiques et la création d'une mission gouvernementale portant sur le bien-être des animaux de compagnie. Stéphane, vous avez pas mal accompagné, je crois, l'agence au moment de la création de cette campagne. Tout à fait. Donc, une magnifique campagne qui aboutit à une évolution, certes du droit dur, ce qui n'est pas l'autorégulation, mais qui va dans le sens et qui démontre que la publicité a cette efficacité sociétale au sens très large. Donc, dans le travail du quotidien, bien sûr, avec les agences, que ce soit pour des messages commerciaux, mais là aussi dans le cas des messages de grande cause, tout le travail a été de trouver avec l'agence, venue avec sa proposition originelle, hein, bien sûr, de respecter les stéréotypes qu'il y a forcément dans la publicité, de ne pas caricaturer à l'excès, et aussi dans les animaux que l'on voit, bien sûr c'est un abandon, donc il faut faire comprendre la douleur que ça peut être, mais ne pas tomber dans l'excès qui serait que il y a toujours une solution possible, c'est-à-dire que dans chaque plan, l'animal peut être sauvé, malheureusement pas par ceux qui les abandonnent, mais par d'autres. Par d'autres, oui. Voilà. Pas qu'ils soient complètement, on ne peut pas les écraser directement. Voilà, les voir mourir, etc., serait justement l'excès et tromperait presque sur l'objectif du message, et en tout cas objectif atteint. Absolument, j'ai vu que 100% des commentaires avaient été positifs à l'égard de cette campagne, donc le job est très très bien fait. Merci beaucoup Stéphane Martin. Merci Charlotte. Je vous propose maintenant que l'on retrouve virtuellement Vanessa Van Kummel-Sebon qui est Creative Agencies Lead chez YouTube pour le second prix spécial, celui de l'originalité du dispositif. Alors on peut peut-être déjà vous poser une question toute simple qui est l'originalité d'un dispositif participe-t-il à l'efficacité globale d'une campagne aujourd'hui? Bien sûr oui, mais à quel point?
Alors, merci aux EFI pour cette invitation et merci à vous, Charlotte, et bonjour à tous à travers les internets. Alors, quand on parle de recherche et d'efficacité, en tout cas sur YouTube, on a à peu près les ingrédients en tête. La première chose, c'est évidemment bien connaître ses audiences elles changent beaucoup, leurs préoccupations changent beaucoup ces derniers mois, on l'a vu à travers nos outils. La deuxième chose qui est essentielle, c'est coller aux usages pour se glisser dans la conversation vidéo au maximum. Alors évidemment, le face caméra, l'intervention d'influenceurs peut faire partie de la recette d'efficacité, bien sûr. Le troisième point qui est très important, c'est jouer au maximum avec les formats médias qui travaillent soit la notoriété, soit l'engagement. Donc, avoir conscience qu'il y a des formats adaptés pour chacun des objectifs. Et le quatrième point, c'est effectivement rester agile au maximum avec son matériel créatif tant que le sens est préservé. Alors oui, une fois qu'on a coché les cases de cette recherche d'efficacité, l'originalité, l'accident va pouvoir créer une certaine émergence là où on consomme à peu près 1 milliard de vidéos sur YouTube chaque jour. Le prix de l'originalité du dispositif est attribué cette année à la campagne 3-9-19 pour le SIG, une opération imaginée par BETC et mise en place, déployée par Dentsu. L'idée était de s'appuyer sur la date, le 3-9-19, pour faire mémoriser ce numéro, le 3919, numéro d'écoute téléphonique et d'orientation à destination des femmes victimes de violences. Sans aucun achat d'espace, cette idée reposait sur son appropriation par les médias, les influenceurs, les associations, et puis sur la force finalement de son kit de relations presse, de relations publiques. Ce prix qui récompense l'originalité du dispositif se doit donc d'arriver en rupture, de créer une nouvelle manière de diffuser. Vanessa, à quel point est-ce le cas ici pour vous? Alors, l'originalité du dispositif, effectivement, tient dans sa temporalité associée à un moyen mnémotechnique judicieusement trouvé. Alors, le fait d'avoir concentré un maximum d'efforts en une journée permet d'émerger parmi une multitude de messages qui nous inondent, que ce soit online ou offline. Mais ce qui est super intéressant et qui nous a beaucoup plu, et on était ravis de pouvoir humblement contribuer à ce travail, c'est justement d'arriver à jouer avec le fait qu'on est tous plus ou moins l'influenceur de quelqu'un d'autre, que ça soit dans le cinéma, la gastronomie, le sport, qu'on fasse appel à des artistes, des chefs et d'autres profils, dont des youtubeurs. C'est intéressant parce que ça montre qu'on a conscience que chaque communauté est importante et que chaque communauté a ses leviers et qu'elles arrivent à consommer à travers les réseaux sociaux justement plein de contenus qui viennent de ces ambassadeurs. Et donc, c'est un travail remarquable de BETC et de SIG qui a su justement activer ces différentes communautés et activer ces ambassadeurs en mélangeant différents types de profils. Donc, c'est un bel exercice de décryptage des usages des plateformes et notamment celle de YouTube avec justement une intégration de certains de nos talents dont les Lollywood et également Lola Dubini qui fait partie d'Elles font YouTube et qui était particulièrement sensible au sujet du féminicide. Voilà. Donc, du coup, bravo à Mélanie chez nous qui a travaillé sur ce sujet avec Emmanuel notamment chez BETC qui a fait appel à nous. Donc, on la remercie beaucoup et on félicite évidemment cette belle campagne. À bientôt. Merci beaucoup. J'ai le plaisir de retrouver maintenant Jean Muller, qui est directeur général délégué commerce et développement France de JCDecaux. Bonjour Jean. Bonjour Charlotte. Alors, outre l'impact de la création et l'originalité du dispositif dont on vient de parler, le troisième prix spécial récompense cette fois l'optimisation de la stratégie d'action et de performance. Quel poids est-ce qu'on peut se donner justement à l'optimisation de cette stratégie, du déploiement du dispositif dans l'efficacité globale des campagnes ? C'est un point qui est absolument essentiel, qui est fondamental. On a d'un côté la puissance de la création, la capacité d'interpeller, et puis on a de l'autre la capacité à toucher le bon public au bon moment. Je crois qu'aujourd'hui il y a 2 points qui sont essentiels, qui sont d'un côté la contextualisation pour que les messages collent à l'actualité. Et puis le deuxième point qui me paraît aussi crucial et qui est une grande interrogation en ce moment dans les arbitrages qui sont faits en matière d'investissement média, c'est quel poids j'accorde entre les objectifs marketing, de branding et puis les objectifs business. Et c'est vrai que c'est une balance qui n'est pas toujours aisée, un équilibre qui n'est pas toujours aisé à trouver, mais qui est absolument essentiel. Et donc ce point, il est dans la réussite et dans l'efficacité des campagnes absolument fondamental. C'est crucial. On en parlait tout à l'heure lors de la table ronde. Alors le gagnant cette année dans cette catégorie est la campagne de lancement de Back Market, New is Old, une campagne de l'agence Marcel qui pointait du doigt en fait les imperfections anodines des produits reconditionnés vendus par cette plateforme et qui surtout illustrait un peu les économies substantielles qu'on pouvait en faire et avec lesquelles on pouvait se faire plaisir autrement. Qu'est-ce qui dans ce cas précis vous a convaincu, Jean ?
Back Market, c'est vraiment une campagne dont on se souviendra. C'est une campagne essentielle de l'année 2020 avec des objectifs très ambitieux, des résultats, on va le voir, qui sont absolument excellents. Et justement, en matière de déploiement du dispositif, on peut noter plusieurs éléments. La contextualisation, on en parlait, c'est-à-dire la capacité d'adapter, de détourner des éléments forts de l'actualité pour imposer ou en tout cas trouver son public. Et puis une bonne orchestration, je pense, entre des objectifs de marque, des objectifs marketing et des objectifs business. Puisque quand on analyse les résultats, on s'aperçoit que les résultats en termes du business sont impressionnants, plus 100% des ventes en un an, de trafic, plus 105% de nouveaux visiteurs, en part de marché également, mais aussi des objectifs de branding en matière de considération et de notoriété. Donc on voit que ce dispositif, il a vraiment touché d'un côté son public et puis permis d'obtenir les résultats escomptés. Ticket toutes les cases, ils ont aussi très bien optimisé les médias sur lesquels ils se sont affichés, puisque on le voit derrière vous, il y a eu un mélange de DOH, un mélange d'affichage et une campagne télé et digitale qui a multiplié les formats. Tout à fait, une combinaison parfaite entre ce que nous on aime bien appeler les médias publics et les médias privés, donc avec la télévision, la communication extérieure, le digital out of home, et puis évidemment de la guérilla marketing et de la communication digitale en filigrane. Merci beaucoup, Jean. Merci à vous. Nous allons maintenant lever le voile sur le reste du palmarès, à travers les prix de bronze, d'argent et d'or décernés par le jury, mais également grâce aux études de cas dont EFI a le secret. Un secret qui repose sur un triptyque bien connu de tous ceux qui apprécient ce prix plus qu'aucun autre. Des objectifs bien définis, des moyens bien identifiés, et des résultats bien établis, bien mesurés. Le tout raconté par les principaux concernés, les annonceurs et leurs agences. Je vous propose de commencer par la catégorie créée cette année, responsabilité et changement positif. Dans cette catégorie de campagne, à même de mettre en évidence leur contribution à l'évolution positive de la société, 3 prix ont été décernés. L'EFI de bronze est décerné à New is Old, dont on vient justement de parler, une campagne pour Back Market sur une idée de l'agence Marcel. Le prix d'argent revient à l'opération #On reste ensemble pour Orange, un dispositif de La Chose et Havas Media qui était basé sur un site participatif. Orange proposait aux Français de passer à la télévision pour garder le contact avec leurs aînés en offrant de l'espace publicitaire aux Français. Le lauréat d'or de cette catégorie n'est autre que We Are the Champions pour la fondation 30 millions d'amis sur une idée de Altman Pacro avec KR Wavemaker. On découvre les coulisses de cette campagne. Le contexte de la campagne pour la fondation 30 millions d'amis, c'est que chaque année, il y a 100 000 animaux qui sont abandonnés, dont 60 000 au moment de l'été. Et malheureusement, les gens semblent s'y résigner. Donc on a un vrai enjeu de mobilisation. En creusant dans les statistiques, on a découvert que la France détenait le triste record d'abandon en Europe. Et on s'est dit qu'on détenait une information assez scandaleuse qui pouvait réveiller les consciences. Et peut-être que c'était l'occasion de faire bouger la stratégie en passant d'une sorte de responsabilité individuelle à une responsabilité plus collective. Le script, il est simple. C'est différents protagonistes qui sont en train d'abandonner leur animal de compagnie, mais en chantant We Are the Champions des Queen, avec un sentiment de fierté, ce qui crée un principe de décalage et un certain malaise. And bad mistakes, I've made a few. I've had my chance and kicks in my face, but I've come through. We are the champions, my friends. Les écueils qu'il a fallu éviter, c'était d'abord un sujet de représentation de ceux qui abandonnent. Si c'était trop caricatural, si on les dépeignait comme des monstres, tout d'un coup, personne ne pouvait se dire que c'est vous et moi. Et si en même temps, ils dégageaient trop de sympathie, évidemment, ça ne fonctionnait pas.
Alors le détail qui n'en est pas un, c'est que sans la musique, il n'y avait pas de film. On a eu la chance de pouvoir contacter Brian May, le guitariste des Queen, par une relation. Et il s'avère qu'il est très impliqué dans la cause animale. Et également que Freddie Mercury, le chanteur des Queen, adorait les chats, en avait adopté de nombreux, notamment dans des refuges. Donc on avait des ayants droit qui étaient très sensibles à la cause. Et ça a été une chance inespérée. On a joué le bimédia avec la télé et le digital. Le film a beaucoup viralisé. Et puis, on a eu la chance, grâce à ce contenu, d'avoir beaucoup de relais de la part des journalistes et des influenceurs. Du côté des résultats, évidemment, on a des résultats, je dirais, quantitatifs. Il y a eu 58 millions de vues, ce qui était incroyable, 800 000 partages. Mais je pense que le résultat le plus intéressant en termes d'efficacité, c'est que ça a suscité un projet de loi, que les parlementaires se sont emparés du sujet et qu'aujourd'hui, le sujet est sur la table avec 10 propositions justement pour lutter contre l'abandon. Nous allons maintenant passer à la catégorie ONG. Un EFI de bronze dans cette catégorie a été décerné pour la campagne Emmaüs en danger, alerte solidarité, un appel aux dons en argent pour la première fois de l'histoire d'Emmaüs, relayé par une idée des agences Opening et Premium. Ne les laissons pas retourner à la rue, titrait sobrement cette campagne, déployée sur tous les médias. Pas d'argent ni d'or dans cette catégorie, je vous propose donc que nous passions à la catégorie suivante de la communication publique et d'intérêt général. Pas de bronze dans cette catégorie, mais un EFI d'argent qui a été attribué. Il revient à l'opération « Commencer par améliorer un plat que vous aimez déjà ». Une campagne d'information pour modifier progressivement nos habitudes alimentaires alimentées par des idées de recettes et des astuces toutes simples sur une idée de l'agence Romance et une activation de Dentsu pour Santé publique France. L'EFI d'or de cette catégorie est quant à lui attribué à l'opération 3-9-19 pour le SIG de BETC et Dentsu. On découvre le cas. L'égalité femmes-hommes est la grande cause de ce quinquennat. Depuis la première année, on est focus sur le sujet des violences faites aux femmes. Suite à une première année qui était vraiment sur la pédagogie et la mobilisation sur le fait qu'on peut tous réagir et agir, on avait un brief très précis et très clair sur il faut faire connaître les outils. Donc le 3919, qui est le numéro historique d'aide et d'écoute sur ces sujets des violences et qui n'est aujourd'hui pas assez connu. On a pris ce brief très frontalement. Les numéros, on en a plein en tête. Les codes, les numéros des enfants, des écoles, etc. Et très souvent, on a des trucs mémotechniques que chacun se crée. Donc, on a cherché cette idée mémotechnique et assez mécanique. Et puis, les créatifs sont revenus avec ce chiffre un petit peu magique qui est que, en fait, le 3 septembre de cette année-là, ça allait être le 3-9-19 et c'était le 39-19. 3919, 3919. Save the date, save a life. Donc on est parti sur l'idée de cette journée d'impliquer un maximum de personnes. Aujourd'hui encore, des femmes sont tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. C'est inacceptable. On a créé un kit de communication qui était en open source, qui était accessible à tout le monde, dans lequel chacun pouvait aller piocher un spot radio, il y avait du print, il y avait cette vidéo chorale pour les réseaux sociaux ou pour des émissions en plateau, il y avait le post Facebook, il y avait des filtres, il y avait des... Voilà, tout était prévu, tout le monde avait le kit, il était en open source et chacun pouvait aller prendre ce qu'il voulait. Le 3919, 3919, le 3919, il s'agit du 3919. Over 150 hours of airtime were dedicated to 3919. One newspaper and two devoted its front page to the cause. Le point d'entrée, évidemment, pour que ça devienne contagieux sur les réseaux sociaux, même si c'est un mot en ce moment compliqué, pour pas dire viral, ça a été de cette vidéo de personnalité. 3919. C'est un numéro vital. Et nous sommes trop peu à le connaître. Alors mobilisons-nous tous ensemble pour faire connaître ce numéro. On a été beaucoup aidés par l'agence média Dentsu Aegis, qui, elle, de son côté, a mobilisé énormément le monde des médias. Et puis des gens sont venus en plus, l'équipe de France de rugby,
Adobe, Space Invader, des collectifs d'illustrateurs, enfin, donner les outils aux gens, à tous ceux qui voulaient participer pour qu'ils soient le relais eux-mêmes de l'opération. Il y a 3 types de résultats sur cette campagne. Il y a les résultats en tant qu'agence, on va dire, c'est le taux de notoriété, c'était ça l'objectif donné, donc on passe de 11% avant cette journée à 54% de notoriété du numéro et même 80% de notoriété assistée, où les gens sont capables de dire c'est un numéro contre les violences faites aux femmes. Un résultat qui évidemment est triste, mais en même temps nécessaire, c'est que on est passé d'un nombre d'appels le jour J de 250 en moyenne à 1600. Depuis, il s'est stabilisé entre 300 et 500. Et puis des résultats plus de partage, de mobilisation, où sur cette vidéo chorale, on est à près de 30 millions d'impressions, 273 000 conversations, enfin bon voilà, un partage très très fort. Ce numéro, beaucoup de nos concitoyens et de nos concitoyennes ne le connaissaient pas. Ils le connaissent aujourd'hui. Save the date, save a life. C'est tout pour cette catégorie. Passons donc à la catégorie annonceurs PME-PMI. Pas de bronze dans cette catégorie non plus, mais un prix d'argent qui a été attribué à la première campagne de l'entreprise Pool House qui a vu les choses en grand avec un film d'animation diffusé en prime time pendant une semaine au même moment sur toutes les chaînes du groupe TF1, L'œuf qui ne tue pas la poule, un film façon Chicken Run dans lequel on découvrait le sort tragique destiné aux poules en perte de productivité dans l'industrie et les péripéties des plus jeunes gallinacées prêtes à tout pour sauver l'une de leurs aînées. Une campagne de BrainStation qui a également été relayée dans le métro ou encore sur les réseaux sociaux par Dentsu. Une superbe opération. Je vous propose que l'on passe à la catégorie petit budget et opération spéciale. Dans cette catégorie, un EFI d'argent a été attribué et il revient à la campagne La première banque d'images française et solidaire, Pick & Pick, une idée de l'agence The Good Company. Pour promouvoir Pick & Pick auprès des professionnels de la publicité, l'agence a imaginé un film viral qui était conçu à partir de photos de banques d'images traditionnelles où l'on découvrait comment Cynthia, Jennifer ou Steven accueillaient l'arrivée de cette banque d'images qui puise sur Instagram les talents de la photo de demain. C'est le seul prix de cette catégorie. Nous passons donc à la catégorie culture et loisirs. Dans cette catégorie, 3 prix ont été décernés. Un trophée de bronze d'abord pour The Unknown Face, pour l'historiel de la Grande Guerre, sur une idée de Fred et Farid. Cette campagne multi-récompensée grâce à laquelle le soldat inconnu a enfin un nez, une bouche et des yeux, recomposés à partir de 30 000 photos d'hommes et de femmes ayant participé à ce conflit. Une folle idée de Fred et Farid à l'occasion du centenaire de l'armistice de 14-18 pour ce superbe musée qu'est l'historiel de la Grande Guerre. L'argent, quant à lui, revient à la campagne « Quel millionnaire serez-vous, Seb ?» Une idée de romance déployée par Havas Media pour la Française des Jeux et plus particulièrement pour la campagne de relancement de l'euro-million déployée en télé, en affichage et en digital. Nous voici venus à l'or de cette catégorie qui est attribuée à Canal+ et BETC et Havas Media pour cette campagne qui fait pip. Canal+ est une marque premium, forte, singulière et particulière et pionnière dans le marché de la pay-TV. À l'époque donc de cette campagne, le marché a été bouleversé par l'arrivée de nouveaux arrivants tels que Netflix et Amazon à l'époque, en 2019. Avec cette campagne, Canal+ a voulu changer sa perception et annoncer fortement la transformation qu'on avait opérée depuis longtemps déjà, à savoir que Canal+ est plus qu'une chaîne linéaire, c'est un acteur clé dans le digital avec des contenus innovants, originaux et créatifs. On est arrivé vers les créatifs avec cette idée-là, c'est-à-dire comment on explique que Canal+ est devenu une plateforme de contenu, et la réponse des créatifs a été de dire une quoi ? Une plateforme de contenu. Une quoi ? Et en fait, c'est ça qu'on a essayé de raconter avec cette campagne, c'est que raconter une plateforme de contenu, c'est impossible. Il faut dire quoi alors ? Une plateforme de contenu. Mais on va rien capter. Alors que tout le monde comprend, c'est même limite devenu une expression. On va se servir de la référence
pour dire que finalement on a changé de catégorie, on n'est plus un concurrent payant de TF1, on est devenu un concurrent de Netflix. Donc il faut dire que Canal+, ça se regarde comme, mais avec les programmes de Canal+. Exactement. C'est mêlé à cette réflexion le partenariat lui-même entre Canal+ et Netflix. Donc on s'est dit, en fait, plutôt que de se dire ça met notre idée à la poubelle, on va finalement transformer notre idée de départ, annoncer ce changement de catégorie vers la plateforme de contenu et dire que finalement, dans un abonnement à Canal+, on a les contenus de Canal+ et les contenus de Netflix. Exactement. Mais sans dire. Ok. Merci. On va manger? Ouais. Le détail qui n'en est pas un, c'est que on s'est adossé donc à une équipe extraordinaire qui a complètement reconstitué l'ensemble des éléments des différentes séries de Netflix, au point où on avait l'impression d'avoir tourné dans les réels décors. Cette campagne a été déployée bien sûr donc, sur une couverture nationale forte avec les 3 opus qui se sont donc succédés avec un plan média conséquent. Vous avez vu la nouvelle pub Canal avec Cad et tous les bips? J'ai rien compris. Moi non plus. Sérieux? Elle a été donc complétée par des copies en salle, ce qui permet de pouvoir avoir un incrément aussi avec un public autre et notamment un public plus jeune, et enrichi avec du DOH au sein des cinémas, donc qui quand même permet de boucler l'ensemble de la boucle, et bien sûr un écosystème digital qui nous a permis de jouer avec les copies et le ton, qui était assez connivant et qui a permis de toucher le public, le grand public et également le public le plus jeune. Le post-test qu'on a réalisé suite à cette campagne nous a révélé que 75% des répondants avaient bien compris les 2 messages. Le message que Canal+ est plus qu'une télévision, c'est aussi un acteur digital, et que Netflix était désormais disponible au sein de nos offres. Le deuxième point positif, ça a été aussi un changement de la perception des moins de 35 ans, puisque 52% d'entre eux interrogés lors de ce post-test ont changé leur perception de Canal+. Et enfin, au terme des prospects, on a eu une intention de prospects exposés et évidemment testés au sein de ce post-test. 13% d'entre eux avaient une intention, plus 13% d'intention de renouvellement. La petite idée qui pèse très lourd, c'est BIP. Voilà, c'est une petite idée. Au départ, c'est un gimmick publicitaire très basique, mais ça fait tout le sel de la comédie. Et d'ailleurs, on l'a joué jusqu'au bout, puisque la dernière scène du film, on a bipé, mais on n'a plus bipé Netflix, on a bipé les grossièretés que Cadmerade a prononcées très naturellement. Ah, parce que j'ai dit... Ouais. Oh, mais... Désormais, avec Canal+, vous avez aussi accès à Netflix. Passons donc à la catégorie suivante, la catégorie services, banque et assurance. Les filles de bronze de cette catégorie récompense Vous avez le droit pour la Banque Postale. Pour mieux faire comprendre la singularité de son offre et modifier la perception des Français en donnant un nouvel éclairage un peu plus concret à sa signature, la Banque Postale a imaginé cette campagne décalée composée de 5 films de 20 secondes, d'un dispositif digital, DOH TV et d'un volet presse signé Havas et Starcom. Le trophée d'argent de cette catégorie revient quant à lui à Ma French Bank, le lancement orchestré par Publicis Sapient et Starcom, ce qui s'amusait d'une galerie de portraits qui illustrait combien si la vie c'est mieux en French, c'est mieux avec Ma French Bank. Une campagne déployée en film, en affichage digital et urbain et agrémentée d'un volet viral construit autour d'une enquête comico-fictionnelle fort efficace. L'or de cette catégorie consacre quant à lui la campagne Brad Pitt pour Boursorama signée Buzzman et Viseum. Regardez. Le contexte de la dernière campagne, c'est un contexte avec un environnement concurrentiel extrêmement dense, une compétition très forte, avec différents types d'acteurs, des nouveaux entrants, des banques traditionnelles, d'autres acteurs qui veulent faire de la banque. Le brief qu'on fait à Buzzman, c'est qu'aujourd'hui on est leader de la banque en ligne et on veut s'inscrire définitivement dans le paysage bancaire français comme un acteur incontournable, avec des forces, la banque la moins chère et d'autres items, et donc merci de nous aider à renforcer cette position. Donc ils nous proposent plusieurs trucs et puis à la fin ils nous disent voilà, on a une idée mais bon on ne sait pas si vous allez l'accepter. Si vous allez avoir assez de, comment dirais-je, sans être vulgaire, assez de courage pour y aller. On va prendre Brad Pitt, beau gosse, méga beau gosse, et on va le faire se balader dans les rues de New York, un jour lambda pour lui, sauf que pendant cette balade dans les rues de New York, il va faire ce qu'on demande à une égérie pour une marque, il va faire la promo de tous les pans de l'offre.
Alors, il nous montre la carte ultime, il nous montre avec son téléphone qu'il peut faire ses opérations bancaires, il nous fait comprendre à travers un panneau de real estate qu'on peut trouver des taux immobiliers pas chers, il a le paiement en ligne, il s'achète un café. Bref, il retire du cash, il nous fait la totale, sauf qu'il ne parle pas. Enfin, il parle, mais tu l'entends pas. C'est un cliffhanger, on attend tous, on se dit qu'est-ce qui va se passer? Et la chute est donc la suivante. Nous n'avons pas besoin que Brad Pitt recommande Boursorama Banque. Parce que personne ne le fait mieux que nos clients. On leur a dit banco, on y va, c'est canon comme idée. Boursorama Banque, la banque qu'on a envie de recommander. Et ça, ça crée énormément d'impact, donc de l'attention. Et puis après, je pense que ça crée beaucoup d'adhésion, puisque tu as l'impression de faire partie de cette blague. On l'a lancé le 6 octobre via un film de 60 secondes en prime time, puis après on a décliné ça sur des films un peu plus courts. Donc un format 30 secondes, un peu plus branding, et après on adapte, on fait toujours ça avec Boursorama, on a des petits formats, où là on a la capacité de délivrer vraiment nos preuves, nos plus produits, pourquoi finalement l'offre de Bourso elle est très compétitive. Donc on fait ça pendant 3 semaines, il y a de la VOL bien évidemment, on profite du fait qu'on est Brad Pitt dans notre campagne pour utiliser le Cinoche, et puis après de l'affichage, hyper quali, que des emplacements premium, d'autres kiosques, abribus, 2 grandes bâches, une à Paris au Pont-Neuf, une à Bordeaux. Et puis beaucoup de digital quand même pour nous, parce que derrière l'objectif évidemment de notoriété, il y a un objectif d'acquisition très très fort chez Boursorama. Si Amélie recommande Boursorama Banque à sa fille, c'est parce qu'avec Welcome, sa carte est gratuite et sans condition de revenu. On a grimpé de 3 places dans le classement des notoriétés du secteur bancaire en général, parce qu'on est leader sur la banque en ligne, mais en général on est monté à la 5e place. Et puis, ce qui nous est le plus important pour nous, encore une fois, c'est l'acquisition. On a battu un record d'acquisition le mois du lancement de la campagne. On a fait plus 25% en acquisition de nouveaux clients sur le mois et sur les mois qui ont suivi. On a passé la barre des 2 millions de clients. Enfin bref, plein de bons chiffres sur l'acquisition, notamment grâce à cette campagne. Boursorama Banque, la banque qu'on a envie de recommander. Nous voilà arrivés à la catégorie Autres services. Un bronze dans cette catégorie pour le coup de cœur d'Harold pour Bien ici. Avec une pointe d'humour décalée, ce film mettait en scène Harold, un trentenaire drôle et sympathique dans sa quête pour trouver son futur logement. Une campagne imaginée par Extra Brut et Big Success. Un EFI d'argent a également été décerné à Ils ont tout pour réussir, une idée de Rosa Parks pour Academia qui était basée sur les difficultés rencontrées par les élèves et la capacité d'Academia à apporter finalement une réponse adaptée à chacun. Un dispositif qui a été déployé par Value Media partout en France sur plusieurs supports, abribus, fonds de métro, ainsi qu'en local et digital. Passons à la catégorie communication corporate et B2B. Un seul trophée a été attribué, il s'agit d'un bronze pour la campagne Un geste qui fait du bien. Recycler ses ampoules en l'occurrence est le geste qui fait du bien à vous, aux autres et à l'environnement et c'est ce qu'ont voulu faire comprendre Écosystème et l'agence Giro Paris avec KR Wavemaker dans le cadre de cette première campagne sous la nouvelle identité Écosystème. Passons à la catégorie alimentation et boissons. Un EFI de bronze revient à la nouvelle plateforme de communication de Twinings, Let Tea Rock You, une idée de Soban basée sur un clip musical déployé en télé en 15 secondes et en 10 vidéos contextuelles sur le digital, dont le message produit s'adaptait en fonction de la requête de l'internaute. Le trophée d'argent revient à l'opération Les Fermiers de Blédina, imaginée par l'agence BETC avec eProspect pour illustrer les engagements pris par Blédina pour la bio française. Les engagements ils sont assez clairs, c'est d'atteindre 80% de légumes, fruits et viandes d'origine française en 2020 et de reverser 5% de son chiffre d'affaires pour soutenir les agriculteurs bio ou en conversion. L'EFI d'or, quant à lui, consacre l'œuf qui ne tue pas la poule, cette brillante campagne pour Pool House imaginée par BrandStation et Dentsu, on regarde le cas. Notre objectif était d'informer massivement les consommateurs du sort des poules. Il y a un non-dit dans la filière avicole.
Aujourd'hui, il y a 50 millions de poules pondeuses qui sont tuées chaque année en France, faute de productivité, alors qu'une poule, ça peut vivre jusqu'à l'âge de 6 ans. Et plus. Pour nous, il y avait un enjeu qui était très important, c'était qu'on voulait en fait prouver qu'on pouvait faire une stratégie de volume avec de l'éthique. Donc on est arrivé avec un script qui tourne autour d'une idée assez mignonne qui est celui des poules solidaires, avec en création en tout cas la volonté aussi de faire ressortir ce constat-là, mais d'une manière qui ne se voulait pas ni sanguinolente, ni trop dramatique. On s'est rapproché de studios de production comme Wiz et également la boîte de prod son The, avec lesquels on a vraiment travaillé d'arrache-pied, notamment pour produire des character design qui soient les plus réussis possibles, et notamment avec la volonté, voire même l'obsession, de donner à nos poules non seulement un réalisme, mais également aussi un caractère humain, de manière à favoriser d'une part l'identification et surtout de l'autre l'empathie des consommateurs à l'égard du sort de ces poules. Chaque année, 50 millions de poules sont tuées à l'âge de 18 mois parce qu'elles ne pondent plus assez. Et il n'y a que vous qui pouvez les sauver. Chez Pool House, nous nous engageons à prendre soin d'elles jusqu'à leur mort naturelle. Pool House, l'œuf qui ne tue pas la poule. Ce qui a été particulièrement important pour nous, c'est d'établir la meilleure cible possible. Donc on a créé une cible spécifique pour Pool House, avec les sensibilités qu'avaient les consommateurs de Pool House et qui mettaient en avant les valeurs de la marque. On a appelé cette cible en interne la fan pool, et elle nous a permis de définir un mix média et aussi une consommation. On a rapidement identifié tous ensemble un partenaire média en télévision qui allait être TF1. Et après, un mix qui devait allier la puissance du mass média qui était la télévision et derrière la possibilité d'une segmentation d'audience pour arriver à toucher les plus jeunes et aussi les plus affinitaires sur la marque avec le digital et notamment la vidéo online. Dans la façon de communiquer, la chose spécifique, c'est qu'on voulait trouver un écrin pour le film qu'avait produit Brandstation, qui était quand même un film avec un format assez particulier en télévision, qui était un 60 secondes. Donc la meilleure formule qu'on ait trouvée, c'est de faire un teasing en 7 secondes. Ce dimanche, vers 20h50, découvrez comment offrir aux poules une vie meilleure. Essayer de motiver le consommateur à découvrir dans son écrin ce film en 60, qui était diffusé sur l'ensemble d'une journée et sur toutes les chaînes du groupe TF1, en même temps, au même moment, pour éviter la duplication et maximiser la couverture sur ce film. La diffusion événementielle du film d'une minute, curieusement, s'est faite au moment en fait, où passait le film Moi moche et méchant 3 sur TF1, et on a trouvé ça assez amusant parce que ça permettait véritablement, un peu comme au cinéma, finalement, voilà, d'avoir le petit court-métrage avant le dessin animé qui allait faire rire un peu tout le monde et surtout rassembler voilà, une famille en amont d'un programme télévisé dont on sait le succès. Le succès et le résultat de cette campagne, c'est d'avoir touché un maximum de consommateurs, parce qu'on parle quand même de 127 millions de contacts. L'un de nos objectifs qui est important pour nous, c'était d'accroître notre notoriété, et on a fait une étude post-campagne avec notre agence Opinionway, et du coup, on a gagné 8 points, donc on est très content parce qu'on est passé de 3 à 11%. Le deuxième objectif qu'on avait était effectivement de diffuser massivement le produit sur le territoire, et ça a été le cas parce qu'on était référencé auprès de nombreuses enseignes comme Intermarché, Leclerc et Carrefour qui ont de fortes parts de marché. Pool House, l'œuf qui ne tue pas la poule. Passons maintenant à la catégorie entretien et produits de grande conso non alimentaires. Pas d'or ni de bronze dans cette catégorie, mais un EFI d'argent. Un EFI pour EasyBook d'Oxford, cette campagne de l'agence Giro avec Viseum, qui en fait a déployé une série de spots de 15, 20 et 30 secondes qui mettaient en scène des torture tests réalisés par les adolescents dans un seul but, mettre en lumière les spécificités produits de la marque. Un dispositif complété par de l'affichage, de la VOL, du display et une présence sur les réseaux sociaux. C'est tout pour cette catégorie, passons donc à la catégorie automobile, très disputée selon les membres du jury. Trois vainqueurs dans cette catégorie. Un EFI de bronze pour commencer pour la marque Skoda et surtout pour la campagne Will & Chuck, les Starsky et Hutch de la publicité. Une idée de Rosa Parks pour présenter une nouvelle fonctionnalité, la clé de Skoda. Une campagne qui a été déployée en social media, également diffusée à travers un plan média digital, un dispositif assez inédit sur Google Street View, imaginé par Remind PHP.
Dans cette catégorie, un trophée d'argent a également été décerné et il revient à Unboring the Future de Peugeot et BETC accompagné de Mediacom. Selon vous, à quoi ressemblera la voiture du futur? C'est la question qu'a posée un journaliste à des enfants du monde entier il y a un demi-siècle. C'est en tout cas l'impression que produit cette campagne TV, cinéma, digital et réseaux sociaux, également déployée en presse pour le lancement de la nouvelle 208. Ce qui nous conduit à l'or, et l'or de cette catégorie est attribué à Skoda à nouveau pour l'hésitation n'est pas une option. On découvre ce cas, toujours signé Rosa Parks et Remind PHP. L'objectif de cette campagne, c'était vraiment de faire émerger la marque. On est dans un marché ultra saturé, on est un constructeur généraliste et face à nous, on a 15 autres constructeurs entre guillemets au-dessus de nous. C'est une injustice de notre point de vue parce que si on regarde par exemple au niveau européen, on a été cet été dans le top 5 des constructeurs européens, on est régulièrement dans le top 3 quand il n'y a pas de marque nationale comme c'est le cas en France avec d'autres intervenants. Ces constructeurs, ils investissent massivement parce que dans le top 10 des annonceurs français, il y en a 3, c'est des constructeurs automobiles. Donc il faut arriver à être créatif, à émerger, tout ça pour booster le business. C'est vrai que le problème de Skoda aujourd'hui en France, ça reste cette faible notoriété et cette image trop faible. Aujourd'hui, les Français commencent à être séduits par les produits Skoda, mais c'est important par les produits Skoda. Et en fait, il y a une espèce de paradigme entre je suis intéressé par le produit, mais par contre, quand il s'agit de passer à l'achat du véhicule, là effectivement il y a une hésitation liée à l'image et encore au côté un peu passéiste parfois que peut véhiculer, sans mauvais jeu de mots, la marque Skoda. Mais bon, Skoda, t'en penses quoi toi? Moi... Ouais. L'idée c'est de mettre cette hésitation qui est finalement un peu mineure en comparaison à des vrais gros dilemmes. Nous, Étienne, soit on rejoint la ville et notre culture disparaît, soit on reste ici, sans Wi-Fi. Le jeu de miroir fait qu'il y a un renversement qui s'opère chez le consommateur et qui lui fait dire aujourd'hui cette hésitation, elle n'a plus lieu d'être. See Etienne, this is real hesitation. Elle est trop belle cette voiture, mais j'hésite. J'apprends. Le bon plan média de cette campagne, je pense, c'est qu'il est 360. C'est toujours un peu ce qu'on dit, mais je crois que là, c'était vrai. On a été présent sur l'ensemble des canaux, sur le paid, le earn et le own. On a fait en télévision une grosse campagne, puisque le premier soir, on a diffusé un 85 secondes, donc la version vraiment très longue du film, et on avait 17% de part de voix. Donc vraiment, grosse couverture. Et puis, on a enchaîné avec du social, du digital et de la télévision pendant 4 semaines sur cette période-là. Bravo, chatou. Ça, c'est moi, Etienne. Aujourd'hui, on voit que les Français, de plus en plus, ont envie d'authenticité, de transparence de par les marques. Donc oui, on est sur de la transparence, sur le fait de dire qu'aujourd'hui, les consommateurs hésitent à acheter la marque, qu'il y a un problème de badge value. Donc on l'a assumé en plein. Et derrière, on le fait aussi avec autodérision et humour. Et c'est ce qui fait que les consommateurs, forcément, adhèrent aux propos et adhèrent à la marque. Il l'apprend, il l'apprend. Ce qui sont vraiment intéressants pour moi, c'est la considération de la marque. On a fait plus 11% sur les gens qui ont été exposés à la campagne versus les gens qui n'ont pas été exposés à cette campagne. Donc ça, c'est vraiment un chiffre clé. C'est un chiffre qui nous aide à travailler sur le long terme, l'image et la notoriété. Après, on a des chiffres qui sont aussi très intéressants parce qu'ils sont très drive-to. On s'est rendu compte que, pareil, entre exposés et non exposés, on avait plus 50% sur les personnes qui étaient prêtes à aller en concession ou à se rendre sur notre site internet. C'est bien, je suis content. Et en termes de business, on a fait plus 2% de part de marché entre le mois précédent et ce mois-là. Et si on compare à année, on a fait plus 4%. Good job. Nous voilà donc arrivés à la dernière catégorie au sein de laquelle se niche le Grand Prix. Dans la catégorie distribution, le trophée de bronze a été décerné au Souvenir d'Atoll, une campagne romance et médialiste. Et voilà, vous avez 40 ans, titre-t-elle, un retour en arrière bien croqué et plein d'humour, qui invitait les survivors, tous ceux nés avant 1978, à venir tester gratuitement leur vue chez l'opticien. L'argent dans cette catégorie revient quant à lui à un des favoris de cette édition. Vous le découvrez derrière moi, la campagne New is Old de Back Market. Bravo à Marcel pour ce nouveau prix.
Le suspense est à son comble, nous allons maintenant découvrir le lauréat d'or de cette ultime catégorie qui n'est autre que le Grand Prix EFI de l'année, vous l'avez compris. Il s'agit en l'occurrence du cas Don't Call Me, imaginé par l'agence Buzzman pour la marque Jennifer. Je vous laisse voir ou revoir ce film qui n'est autre que la partie immergée de l'iceberg avant de découvrir l'étendue du dispositif et de ses résultats avec les lauréats qui me rejoignent en plateau. Sébastien Bismuth, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Jennifer et en face de vous, Georges Mohamed Cheikh. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président et directeur de création de l'agence Buzzman. Félicitations à vous deux pour ce Grand Prix d'abord. Donc le film qu'on vient de voir n'est pas du tout la partie immergée de l'iceberg, mais plutôt la partie émergée, puisque tout ça avait commencé bien en amont avec une phase de teasing qui avait embarqué les influenceurs pour justement créer un petit peu de bruit autour de ce hashtag zéro étiquette. On peut peut-être partir de là et de cette idée. L'idée de ce hashtag, Georges, c'était quoi? C'est pas vraiment partie du hashtag pour être totalement honnête, c'est plutôt de changer le nom de la marque. Je pense que le tour de force de cette campagne, c'est d'avoir réussi à vendre, ou plus exactement que ce monsieur achète l'idée de changer sa marque de Jennifer à Don't Call Me Jennifer. Jennifer, le prénom avait, on va dire, des tendances pas très intéressantes pour les gens. Enfin, il avait une connotation pas très intéressante, plus exactement. Et donc nous, on est arrivé avec cette idée de dire on va changer le nom de la marque, on va changer les vitrines. Et du coup, on s'est dit, on va associer Don't Call Me Jennifer à zéro étiquette, c'est-à-dire on va arrêter d'avoir des idées préconçues sur la marque, sur les gens, sur les femmes, etc. etc. Sur les stéréotypes en particulier, j'imagine quand même que Sébastien, c'était pas forcément le brief de départ, c'est-à-dire que vous n'êtes pas arrivé en disant « Georges, est-ce que ce serait possible de changer le nom de ma marque ?» Bon, il faut savoir d'abord que je fais des briefs très précis, étant un professionnel des agences de com. Non, pas vraiment. En fait, moi, je viens pas... Enfin, dans mon histoire, j'ai pas beaucoup utilisé ni les médias ni les agences de com dans mes anciens métiers. Et je me suis retrouvé, donc j'ai toujours été dans le retail, et les retailers physiques ne communiquent pas beaucoup via les médias, puisque leurs médias, c'est leurs magasins, c'est leurs produits, c'est leurs collections, c'est les trafics en centres commerciaux, etc. Et j'ai repris cette marque, et je me suis tout de suite dit, bon, la marque, vu ses chiffres, c'était une marque qui était en difficulté, on s'est dit, on a quand même un sujet d'image, de marque, de branding, etc. Et donc, via un ami en commun, j'ai rencontré Georges, je lui ai expliqué mon histoire, j'ai expliqué que j'avais repris cette boîte avec des investisseurs, que machin, qu'on y croyait à mort, qu'on allait faire ci, qu'on allait cartonner ici. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, waouh, putain, à ta place, j'aurais pas investi. Ça a été sa première remarque. J'ai trouvé que c'était un gros challenge, pas pour moi, mais pour lui surtout. Ouais. Voilà. Et au final, on a fité, on en a rigolé, et il m'a dit, ok, je prends le challenge. Il a pris le challenge, et effectivement, il n'y avait pas de brief. Pour être honnête, il n'y avait aucun brief. Il y avait juste, on a un problème, la marque, elle est en perte de vitesse, en perte de part de marché. Il faut trouver... il y avait un objectif. Il y avait un objectif, c'est... sortir de la merde. Voilà. Au moins, c'était non, mais il y avait un objectif, c'est de réexister, de relancer, de faire revivre cette marque qui était en grande difficulté, puisqu'elle avait perdu une grosse partie de son chiffre d'affaires, elle avait perdu des parts de marché, et tous ces entrants tels que le groupe Inditex, Primark, H&M, etc., une concurrence très très forte, alors que c'était une marque qui était leader sur son marché il y a 15 ans. D'accord. Et à partir de là, Sébastien disait justement que dans le retail, il y a aussi un média qui est assez intéressant, qui est le magasin en soi. On a parlé tout au long de ce palmarès de l'activation de tous les points de contact. Comment est-ce que vous avez déroulé l'idée? Alors, la première idée quand tu changes de nom de marque, déjà, c'est de changer les vitrines.
D'accord. Bon, donc déjà, avant de présenter un client en lui disant on va appeler ta marque Don't Call Me Jennifer et plus Jennifer, tu dis que tu prends quand même un risque de te faire bouler. Et en fait, en l'occurrence, il a trouvé ça super. Ouais. Et en fait, on a lancé l'idée en taguant les magasins Jennifer, en gros comme s'il y avait eu du vandalisme. Voilà, exactement. En reprenant tous les stéréotypes. Tous les stéréotypes. Qui étaient collés à la marque. Voilà, Kaira, tout genre de... Il y avait Cagole, gamine, chelou, bonhomme. Donc on a tagué ça a créé effectivement un coup de projecteur à la marque en disant tiens, pourquoi les magasins se font taguer comme ça. On a créé notre propre insulte en fait. Ouais. Et en fait, juste derrière, ensuite, on a fait participer les influenceuses et tout ça qui ont, elles aussi, dit, voilà, moi, vous me voyez comme ça sur les réseaux sociaux, il faut que vous arrêtiez tous d'avoir ce genre d'idées préconçues, parce que malheureusement, aujourd'hui, les adolescentes et les jeunes filles souffrent de ça. Ça reste un axe qui reste négatif, entre guillemets, au moins dans le mot, c'est don't, c'est aussi ne fais pas, ne dis pas. Est-ce que c'est parce que la période qui est un petit peu peut-être dans la contestation le permet? Est-ce qu'on se pose la question quand on fait ce choix? Non, parce que le vrai truc, c'est que c'est un reflet de l'adolescence. Elle dit, moi, j'ai pas envie, à partir du moment où je vais chez Jennifer, on va dire que je suis une personne qui va chez Jennifer. Donc, elles n'avaient pas envie. Et en fait, le vrai truc sur lequel je pense qu'on a appuyé sur un bouton qui était très fort, c'est qu'on a fait un micro-trottoir et les filles nous disaient on adore Jennifer, mais on enlève les étiquettes. D'accord. On n'aime pas que les gens sachent que ça vient de chez Jennifer. Enfin, elles adorent pas, elles disent on achète de temps en temps, et quand on achète, on arrache les étiquettes. Maintenant, elles adorent, avant, un peu moins. Les étiquettes. Et c'est ça qui était hyper intéressant. Et je pense que le vrai truc, c'est qu'on leur a dit un truc qui est très dur à acheter en tant que client, c'est de dire, votre marque, on va la changer. Et surtout, on dit un truc négatif, comme tu le soulignes, c'est-à-dire, don't call me Jennifer, c'est surtout pas, m'appelle pas comme ça. Et c'est aussi faire de sa faiblesse sa plus grande force. Exactement. Et quand on fait bande de bolos sur les magasins, les filles qui regardent ça, elles se disent ah tiens, ils disent un peu ce que je pense. Donc il y a un truc très empathique finalement. Il y a un truc très empathique et finalement un truc qui semble très audacieux finit par être un truc où on dit bah ouais en fait c'est ça qu'il fallait faire. Et d'ailleurs les résultats aujourd'hui sont, enfin c'est terrible parce que je suis très surpris d'avoir le Grand Prix FI avec cette marque et en même temps de façon assez normale, c'est aussi logique parce que c'est un tour de force d'une marque qui était à la dérive et qui aujourd'hui fait des pourcentages de croissance qui sont complètement indécents. De marché, On a vu justement un petit peu dans le cours de cette soirée qu'il y avait l'impact de la création. En l'occurrence, on a vu un film avant de vous retrouver qui a une exécution qui est vraiment extrêmement léchée, applaudie par tous et notamment les jurys de créatifs aussi. Et on a d'un autre côté une activation sur tous les points, y compris les vitrines, qui est très très forte et les communautés qui sont très embarquées avec une stratégie d'influence très, très fine. Qu'est-ce qui, c'est vraiment l'alliance des deux qui fait au final le résultat d'aujourd'hui? Mais donc pour reprendre juste sur l'histoire, en fait, ce qui a été très fort, c'est de dire on ne m'appelle plus Jennifer. Il faut savoir que le fondateur de cette boîte, sa fille s'appelait Jennifer. Donc allez lui dire, écoute... Il a adoré comme je lui ai dit. Donc il a réinvesti, il a participé à la nouvelle histoire de Jennifer et c'était génial. Et quand je lui ai dit, écoute, on va dire Don't Call Me Jennifer, vous imaginez sa réaction. Il a été très intelligent parce qu'il m'a dit, je n'appellerai plus ma fille Jennifer, je l'appellerai Chérie. Je trouvais ça très intelligent. Mais tous les gens à qui je racontais cette histoire autour de moi dans le retail, des gens qui dirigeaient d'autres boîtes, pour qui j'ai beaucoup de respect, ils m'ont dit, mais tu es en train d'insulter ta marque. C'est-à-dire que de façon comme ça, en première réaction, les gens ne comprenaient pas, parce qu'en général, les gens aiment leur marque, la défendent, font hyper attention quand ils changent leur logo. Là, on dit non, on n'assume pas, on change notre marque. De toute façon, c'est un héritage, on n'a pas choisi le nom, on s'en fout. Et même mieux, si tu veux, on va prédécouper les étiquettes et tu peux les arracher toi-même parce qu'au final, on ne vend pas, on n'est ni Hermès ni Louis Vuitton. Il faut être humble, on ne vend pas une marque, on vend un produit. On vend un produit qui a du style à un prix accessible. On ne vend pas une marque, donc on revient dans l'humilité de ce que doit être un distributeur mass market. Ça, c'est le premier tour de force. Donc j'ai adoré. Et évidemment, et en plus pour moi qui reprenais cette boîte, ça me permettait de me la réapproprier. Et cet héritage de l'adapter. Pardon, parce que vous en parliez, je vous interromps, parce qu'il faut quand même parler un petit peu des chiffres. Vous avez 600 000 abonnés supplémentaires sur Instagram, plus 10% d'acheteuses. Plus, on est passé, on a démarré à 300 000, on est à 1,3 million. Vous avez gagné à l'époque, voilà, 10% d'acheteuses, 9,5% de fréquence d'achat, et si on parle de part de marché, on est à plus 17% en volume, plus 13%.
en valeur. Et 5 points de part de marché de plus sur les 10-15 ans, ce qui est assez considérable. C'est qu'on a sur 15 votre points de part de objectif, marché ouais. aujourd'hui sur les 10-15 ans. Sur votre cible première. Sur ce succès d'efficacité, et ce que vous me dites là aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que c'est aussi parce qu'à un moment donné, la marque, vous avez fait de votre marque le principal média et que vous avez travaillé, vous, chez Buzzman, sur ce principe? C'est clair que c'est pas une campagne, en fait. Enfin, tu vois, c'est pas le film ou les annonces qu'on a faites qui ont... C'est le truc intégré, mais qui vient de la marque. C'est-à-dire que ce changement de nom, il a même été, et je pense que ça aussi, il faut le souligner, à l'interne, il faut imaginer que les gens bossaient chez Jennifer, ils n'avaient pas envie de dire qu'ils bossaient chez Jennifer. Donc eux-mêmes, ça s'applique à eux, Don't Call Me Jennifer. C'est-à-dire que, je me rappelle que tu m'avais envoyé une photo, il y a des vendeuses qui se sont tatouées Don't Call Me Jennifer. Enfin, ils se sont fait tatouer le stéréotype. Oui, le stéréotype. Non, pas éphémère. Non, le stéréotype gamine, barré. Mais justement, je te coupe parce que j'ai pas fini ce que j'allais dire. Je parlais de la marque. Non, mais parce qu'on arrive au bout de notre temps. Mais c'est hyper important. Au-dessus de la marque, il y a cette valeur. Et c'est ça qui a fait le fait qu'on a explosé. C'est pas que le Don't Call Me, c'est le fait qu'avec Don't Call Me, on a accompagné ça du zéro étiquette, d'une valeur sociétale. Et c'est ça qui a fait la différence. Et n'oublions pas un truc, peut-être on peut finir sur un truc comme ça, c'est que la génération X, Y, Z, comme on veut l'appeler, elle a un vrai sujet, c'est qu'elle ne veut surtout pas rentrer dans des cases. D'ailleurs, tu as quand même 56% de cette tranche d'âge qui n'achètent pas forcément des vêtements de son genre. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sortent eux-mêmes. En fait, ça, c'est un truc qui existait déjà. Des produits donc, qui en fait, sont conçus pour eux. tout ça, c'est que de l'empathie et de la connivence avec une sensation, une vibration quand la génération X, on dit adolescents, mais en fait, c'est des adolescents. Il y a du why, il y a du contenu, et c'est là où vraiment on a apprécié. Et on est hyper fiers de gagner ce prix-là parce qu'on a eu très peur. Et Georges m'avait dit, une bonne campagne, ça fait peur. Et je ne croyais qu'à moitié de genre de phrases, de stéréotypes. Et j'ai eu très très peur jusqu'au jour du lancement. Je me suis dit, mais on est fou, ça va être une cata. Et on a eu très peur et ça fonctionne. C'est assez engageant. Je vais devoir couper parce qu'on est déjà à 11 minutes. Je suis désolée, Georges. On en avait 9. Et je veux dire donc aux annonceurs qui nous regardent que si les agences vous proposent une campagne qui vous fait peur, c'est plutôt bon signe. Je vous propose qu'on retrouve tout de suite Gauthier Piquet, qui est président de l'UDECAM et qui va nous livrer son regard sur ce Grand Prix. Merci encore à tous les deux. Merci, c'était trop court. Permettez-moi tout d'abord de m'excuser de ne pas être parmi vous, confinement obligé. Maintenant, j'aurai un regard très positif sur ce Grand Prix EFI. D'abord parce qu'il souligne la force de la création. Une grande idée fait une grande campagne. Mais en tant que président de l'UDECAM, eh bien évidemment, je vais souligner ici l'intelligence du choix des canaux sélectionnés et les détournements des médias avec cette idée créative. Je pense que c'est vraiment la force de cette campagne, la justesse de cette campagne. Mais évidemment, je ne pourrais pas manquer de souligner l'imbrication du retail et du digital, la combinaison des deux mondes. Et ça, je pense que ça a été fait avec juste propos. Et donc, quand la force d'une grande idée rencontre l'intelligence du dispositif média, eh bien, on a une campagne qui parle à toutes ces cibles et puis tout simplement qui est très efficace. Et je crois même que c'est la raison d'être du prix EFI. Donc, félicitations gagnants. Le progrès de la mesure d'audience au service de l'écosystème était également au menu des rencontres de l'UDECAM en septembre dernier. Quelles conclusions en avez-vous tirées, Gauthier? Tout d'abord, rappelons-le avec force, la mesure est au cœur de nos métiers. Ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Je pense que depuis plusieurs années, les marques et annonceurs, les médias, les agences, les plateformes demandent à avoir une démarche volontariste, un objectif volontariste de modernisation des études. Tout simplement pour mieux intégrer les nouveaux usages, cibler précisément les nouveaux publics et être dans une démarche de progrès de l'évolution de la consommation des médias. Alors c'est vrai que le contexte économique que nous traversons tous, marques, agences, annonceurs, médias, eh bien, nous impacte et nous met face à des challenges inédits. Plus que jamais, nous avons besoin de transparence, de confiance et de justesse dans ces mesures. L'enjeu du ROI est clé pour tous aujourd'hui. Et donc, nous devons défendre l'investissement des marques, mais aussi l'investissement des médias dans leurs grilles, dans leurs programmes éditoriaux. Et bien évidemment, cette mesure, elle sert le futur de nos métiers. Elle sert tout simplement la contribution de la communication. Alors, nous avons la chance d'avoir en France des organismes d'excellence.
Je pense à Médiamétrie, Affimétrie, la CPM et bien évidemment le CESP qui contrôle l'ensemble des dispositifs de mesure. Tous ont travaillé durement ces dernières années à une amélioration de ces mesures et de nombreux projets sont encore à venir en 2021. On ne peut que se féliciter de la démarche, mais on ne peut appeler aussi à aller plus vite, à aller plus loin, parce que c'est une demande pressante du marché d'avoir toujours une mesure plus fine, comme je disais, plus juste et surtout pour tous, je l'espère, plus utile à valoriser l'investissement de la communication en France. L'objectif de cette rentrée était aussi de préparer donc la reprise dans des conditions favorables, à la fois à la relance des investissements publicitaires en les rendant donc plus équitables pour les médias d'une part, plus efficaces pour les annonceurs. Comment faire? Très bonne question. Et d'ailleurs, ce thème est central dans les états généraux qui ont été lancés par la filière de la communication, avec le concours de l'ACC et de l'UDECAM, et avec l'Union des marques, sous la présidence de Mercedes Serra pour la filière de la communication et de Franck Gervais pour l'Union des marques. Alors, dans votre question, je préférais parler d'efficacité plutôt que de rentabilité, et cette efficacité, elle existe. Personne aujourd'hui en France ne dépense, mais tout le monde investit. Et investit parce que nous devons tout simplement soutenir des marques et soutenir une relance économique. Mais on a un enjeu, clairement, dans notre métier, c'est de revaloriser l'impact de nos métiers et faire plus de pédagogie. Le secteur de la communication est utile au paysage économique, mais il n'y a pas débat, mais il est surtout utile au paysage sociétal et aussi au paysage environnemental. Nous l'avons vu lors de ces derniers états généraux lancés sur le premier thème de la responsabilité, nous sommes tous très engagés. Maintenant, nous avons un travail important à faire pour revaloriser nos métiers et pour travailler surtout un partage de la valeur. Pour les marques qui investissent, pour les agences qui y contribuent par leur talent, par leur expertise, et pour les médias sans qui cette communication tout simplement n'existerait pas. Derrière l'enjeu de l'efficacité, qui est un socle de travail pour tous, il y a un enjeu de responsabilité. Un enjeu de responsabilité qui appelle chaque partie à pouvoir retravailler ensemble à un nouveau pacte collaboratif pour améliorer tous ensemble l'efficacité des campagnes. Nous devons mieux respecter nos métiers et leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ne les bridons pas par des réflexes archaïques qui sont toujours de faire plus pour moins. Il faut aujourd'hui avoir un meilleur partage de cette valeur, travailler plus intelligemment ensemble et je pense que c'est ce qui a été lancé par les États généraux, par la filière de communication et par l'Union des marques. On a besoin de cette redéfinition de collaboration pour promouvoir tout simplement plus fort nos médias en France, mais aussi plus fort nos marques qui sont indispensables à la vie économique et, comme je le disais, à une société plus progressiste et plus engagée. Merci Gauthier Piquet. Je vous propose maintenant que nous tournions nos regards vers le monde des agences créa, cette fois, en découvrant ensemble le podium des agences de l'année. Dans le top 5 cette année figuraient les agences Marcel, Altman et Pacro, Rosa Parks, Buzzman et BETC. Et c'est l'agence BETC qui remporte ce prix décerné à partir d'un barème issu de l'EFI Index International qui mêle les trophées de bronze, d'argent et d'or, les prix spéciaux mais aussi les shortlists attribués à l'agence. Blédina, Peugeot ou le SIG que vous avez vu en fin de journée ce soir sur cette émission n'était donc qu'un aperçu des travaux de l'agence qui ont abouti à sa nomination. Félicitations à toutes les équipes de BETC. Voilà, je vous l'avais dit en introduction, ce palmarès était particulièrement enthousiasmant. J'avais bien sûr à cœur de savoir ce qu'en retenait le jury et je suis particulièrement heureuse d'être accompagnée pour en parler d'Annelise Tourcel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Head of Creative and Media chez Kantar. Tout à fait. Et vous avez donc pris part à ce jury. Qu'est-ce que vous en retenez? Tout d'abord, effectivement, comme beaucoup d'entre nous, la très grande qualité à la fois des dossiers et du palmarès, dans un contexte un peu particulier cette année où finalement on aurait pu s'attendre à avoir peut-être moins de dossiers ou d'une moins grande qualité. Et en fait, on a un très très beau palmarès d'une très riche qualité, pas seulement dans le Grand Prix, les prix spéciaux ou les ors de chacune des catégories, mais aussi dans les argents et les bronzes. On ne peut pas tous les citer, on est passé très rapidement au travers lors de cette cérémonie, mais je pense par exemple encore une fois à la catégorie auto avec le bronze de Skoda sur William Chuck ou encore l'argent de Peugeot ou encore par exemple la catégorie banque assurance qui cette année aussi était d'une très grande richesse.
Vous me disiez aussi que vous aviez été assez satisfaite du bon mix création et stratégie média. Oui, le très beau palmarès de cette année me donne à penser qu'on est arrivé vers une nouvelle maturité de l'industrie sur le sujet. Pendant très longtemps, je pense qu'on a vu par le passé soit des campagnes extrêmement créatives, avec une créativité bourrifante qui n'aurait pas dépareillé un palmarès, par exemple, des Lions de Cannes, mais où le ROI et l'efficacité étaient peut-être moins facilement démontrés. Et de l'autre côté, des campagnes très solides, très robustes, avec une efficacité média démontrée, mais où l'idée créative pouvait paraître parfois moins originale, sortant moins du lot. Et cette année, le palmarès nous montre un certain nombre de campagnes avec vraiment une orchestration média, un choix de points de contact au service de l'idée créative, des exécutions et des cibles qu'on cherche à adresser. Et tout cela génère plus de synergie et donc une plus grande efficacité. Moi, ce qui m'a frappé, c'est, si on en revient aux ors, c'est cette négation qui est assez commune à beaucoup de cas. On prend non aux stéréotypes pour Jennifer, non, on ne tuera pas les poules pondeuses, non, vous n'achèterez pas du neuf mais du vieux avec Back Market, non, vous connaîtrez maintenant le 39-19, ou encore non, l'hésitation est une option. Voilà, que du non. C'était l'année où il fallait dire non. Tout à fait. Alors, effectivement, souvent on dit en communication qu'il faut éviter les formulations négatives parce qu'on a tous un système cognitif qui nous donne de ne pas tenir compte de la négation. Mais là, on voit la magie de la créativité. Lorsque les marques décident véritablement de prendre position, et je pense que c'est une des tendances de fond, encore renforcée cette année avec la crise et le contexte particulier qu'on a connu, les marques tendent à prendre position, à s'affirmer en lien avec leurs valeurs, leur ADN de marque, de manière authentique. Et dans ces cas-là, la négation ou la formulation positive, New is old de Back Market, permet d'affirmer fortement les valeurs et la proposition de valeur de la marque, et ça s'avère souvent très efficace. Non, mais oui. Non, mais oui. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Lise. Je vous propose qu'on découvre maintenant ce qu'en retient Hugo Cheria, qui était jury à votre côté et qui est Head of Creative Shop de Facebook. Merci Charlotte, merci Anne-Lise, et merci à tous les membres du jury. Je crois que cette année, le débat a été vraiment très riche, très complet. Je veux retenir un mot pour définir ce palmarès, c'est le mot réinvention. Je pense à la marque Jennifer qui se réinvente et arrive à conquérir une nouvelle génération au travers d'Instagram, de la force de frappe de 150 influenceurs et la construction d'une communauté de plus d'1 million d'individus. Je pense aussi à la réinvention de certaines règles traditionnelles ou classiques du marketing dans l'usage des personnalités. Pour Sorama, dans la manière d'utiliser l'humour comme une manière de prendre la marque au sérieux, sans pour cela se prendre au sérieux, Skoda, bien évidemment. Et je pense aussi à ce jeu avec aussi de l'humour, avec la concurrence entre Netflix et Canal+, et Netflix. Et je pense à la façon profonde de se réinventer de certaines entreprises qui sont arrivées avec une nouvelle vision et version de produits et services traditionnels. Tout d'abord, cet œuf qui ne tue pas la poule, qui nous a fait redécouvrir un produit ultra traditionnel et qui a apporté cette philosophie start-up sur quelque chose d'aussi ancré comme l'alimentation. Je pense aussi à Back Market qui réinvente un service et une fois de plus le fait avec une certaine légèreté, avec un véritable sens de l'humour sur son produit. Et je pense à The French Bank, évidemment. Donc, mentalité, philosophie, start-up, mais toujours ces deux mots-clés, la réinvention et aussi cet élément de légèreté. Cet élément d'humour, je pense que ce sont deux ingrédients très intéressants et très importants, surtout en ce moment, au moment où on pense à 2021 et à cette possible reprise. Je pense qu'il sera important pour tous cette remise en question de certaines règles ou certains éléments un peu classiques ou conventionnels du marketing et surtout la prise en compte de ces nouveaux environnements digitaux, l'élément social qui devient de plus en plus important et qui s'accélère. Donc réinvention et beaucoup de légèreté aussi comme un souhait pour nous tous. Merci beaucoup. Merci Hugo, je vais maintenant partager le mot de la fin avec le plus jeune partenaire des filles, l'ISEG, ou plus particulièrement la directrice de l'ISEG Paris, Esther Lorselam, bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous vous êtes associée à ce prix? Alors, d'abord parce que nous suivons avec un grand intérêt depuis longtemps ce prix, et nos étudiants travaillent régulièrement sur les case studies de FI.
Ensuite, parce que le prix EFI mesure l'efficacité publicitaire à travers les KPI et aussi la créativité. Et ça, c'est extrêmement important puisque dans notre vision de la communication, c'est important que la communication soit au service de cette efficacité pour aider les marques à se développer et à atteindre leurs objectifs. Et ça, c'est quelque chose qui est spécifique au prix EFI que l'on apprécie à l'ISEG. Pour rappel, l'ISEG, c'est la grande école du marketing, de la communication et du digital qui forme en 5 ans des experts de ces métiers-là et avec une pédagogie au cœur de l'action, une pédagogie par projet. Et il y a un dernier point qui est extrêmement important pour nous, c'est les relations vertueuses entre les agences et les annonceurs qui sont mises en avant au travers de ce prix. Et c'est quelque chose que l'on essaie également de transmettre à nos étudiants à l'ISEG. Vous essayez aussi, j'imagine, de leur transmettre des bases pour être efficaces à leur tour le jour venu. Comment est-ce que ce palmarès vous inspire? Comment est-ce que vous travaillez sur ce sujet? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on est dans les évolutions technologiques ont vraiment accéléré cette prise en compte de l'efficacité au travers des KPI, au travers aussi des indicateurs de la créativité, mais pas seulement de la créativité, aussi de la créativité dans la solution technologique. Aujourd'hui, à l'ISEG, on fait travailler nos étudiants dans cette optique-là, à travers une pédagogie par projet innovante. On a notamment un projet qui s'appelle la Project Week, qui réunit plus de 1000 étudiants sur toute la France, 1000 étudiants de 3 écoles différentes, donc IART, SUP, qui sont des étudiants spécialisés plutôt dans le design, Epitech, avec des étudiants spécialisés dans l'informatique, et l'ISEG, donc, et on les fait travailler ensemble dans des conditions réelles sur des projets d'envergure. On a travaillé cette année avec Nike, par exemple, l'année dernière avec France Télévisions Publicité. Et l'idée, c'est qu'ils se retrouvent dans des conditions réelles pour réfléchir à une problématique d'entreprise et qu'ils puissent prendre en compte l'ensemble des évolutions à la fois créatives, technologiques et digitales. Ouais. Et ça leur permet d'aller beaucoup plus loin dans la recommandation et dans l'étude de cas. Et de renouveler un peu le genre, j'imagine, d'innover et de mettre l'innovation un peu plus au service de la performance. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce dernier plateau. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux partenaires d'EFI d'avoir suivi aussi cette remise de prix à distance. Et puis merci bien sûr au jury de ce prix pour son exigence. On se retrouve l'année prochaine en chair et en os, si jamais le confinement se révèle aussi efficace qu'on le souhaite tous. D'ici là, portez-vous bien.